Je vais vous parler des produits phytopharmaceutiques. Au niveau de l'exposition, lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, on peut réaliser des prélèvements d'air lors de l'application. Donc, on va mesurer l'exposition de l'opérateur. Ensuite, on peut également mesurer en même temps, pendant l'application, la mesure de la dérive. Donc, la dérive, c'est le produit qui n'atteint pas la cible, donc qui est à l'extérieur. Et ensuite, pendant plusieurs jours, après le traitement et sur plusieurs jours, on peut également mesurer les produits phytopharmaceutiques dans l'air, mais on va s'intéresser plus particulièrement à la phase vapeur. Donc les prélèvements, c'est les préleveurs qui vous ont été présentés ce matin. On utilise les mêmes, donc un absorbant plus un filtre avec des pompes portables pour que ce soit au niveau de l'opérateur. Donc, au niveau des populations d'études, on va travailler sur l'opérateur. Donc, l'opérateur, c'est la personne qui traite, qui réalise la préparation de la bouillie, qui réalise le traitement et qui réalise le nettoyage du matériel. Donc là, je vous ai mis des photos pour que vous regardiez, voyez comment se réalise, et je vous présente également la cabine. Donc, au-dessus, donc vous avez sans incident, donc on a une cabine d'enjambeur dans ce cas-là, et en dessous j'ai mis un incident qui n'était pas forcément un incident pour l'agriculteur, où vous avez une cabine, il n'y a personne dans le tracteur, mais il y a un monsieur qui est dans le nuage. Donc c'est des vraies photos et c'est pas du cinéma. Donc c'est vraiment une réalité de terrain. Et ensuite, vous avez le nettoyage du matériel. Pour une deuxième population d'études, on va travailler sur le travailleur. Donc c'est les personnes qui rentrent dans les parcelles traitées. Donc c'est après. Et donc ils n'utilisent pas forcément des équipements de protection individuelle, mais qui peuvent être également exposés jusqu'à la récolte. Une autre population d'études où on va déterminer l'exposition par la voie respiratoire sont également les riverains. Donc on va faire des mesures, on va faire des prélèvements d'air à proximité de la parcelle et à des différentes distances de cette parcelle jusqu'à certaines habitations pour caractériser ces expositions. Donc au niveau des expositions, on va s'intéresser à l'exposition par l'inhalation, par l'exposition également par la voie cutanée et également par l'ingestion. Mais je ne m'intéresserai pas au côté alimentaire, eau et aliments, mais plus par rapport à des poussières, des lingettes ou plutôt les contacts main-bouche au niveau de l'exposition par ingestion. Donc l'exposition par inhalation, donc là je reviens sur la contamination, on va faire un prélèvement d'air et on va regarder l'exposition au niveau des voies respiratoires et au niveau des concentrations, on va mesurer lors des dizaines de nanogrammes par mètre cube à plusieurs dizaines de microgrammes par mètre cube lors de la préparation de la bouillie, le traitement ou le nettoyage. Et ensuite, l'exposition par la voie cutanée, donc pour les professionnels, l'exposition par la voie cutanée est la voie principale, est l'exposition principale. Et donc là, l'exposition par la voie cutanée, elle peut se faire lors de la préparation de la bouillie, le traitement ou le nettoyage du matériel, mais également lors de la phase de l'exposition des travailleurs, donc lorsqu'ils rentrent dans les parcelles traitées en contact avec la végétation. Donc, à partir de là, on peut dire, tiens, je vous ai mis un résultat ancien qui a été réalisé dans le cadre d'un projet LIFE par IRSTEA. Donc, en début de végétation et en fin de végétation, pleine végétation, pardon, où on voit la quantité de produit qui atteint la cible en viticulture. Donc, il y a déjà des travaux sur le matériel qui peuvent être réalisés, donc en amont, avec la réduction des doses, plein de choses, mais également sur du matériel. Mais juste pour vous montrer également le panel de choses qui peuvent être faites, en plus de la protection collective. Donc, la protection collective, on va parler de cabine, comme ça vous a été teasé tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, c'est un travail de 13 ans de la normalisation. Donc, ça a commencé en 97
La première norme est sortie en 2009-2010. Donc la 15695-1, c'est pour la qualification des cabines. Et la 15695-2, c'est pour la qualification des filtres. Donc on va réaliser des tests avec la cabine que vous voyez là, par exemple, dans notre chambre de test. On va tester la cabine avec un filtre. Donc vous avez 4 catégories de cabines, cabine de catégorie 1, 2 et 3 et 4. Donc cabine de catégorie 1, c'est je vois ma cabine, mais je ne fais pas de test. Cabine de catégorie 2, elle est efficace contre les poussières. Cabine de catégorie 3, elle est efficace contre les poussières, les aérosols. Et cabine de catégorie 4, elle est efficace contre les poussières, les aérosols et les vapeurs. En plus de ça, il y a un indicateur de pression dans votre cabine, il y a une surpression de 20 pascal et il y a un débit, un renouvellement d'air de 30 mètres cubes heure. Donc ça, c'est pour avoir cette cabine de catégorie 4. Et en bas, à gauche, vous voyez les cryptos qu'il doit y avoir ou qu'il y a sur votre cabine quand vous regardez les cabines, la prochaine fois que vous regardez une cabine de tracteur ou d'automoteur ou d'enjambeur, vous regarderez si vous voyez cette inscription 15695-1 et la catégorie de la cabine. Donc là, c'est pour la qualification de la cabine. Ensuite, là, j'ai juste remis les exigences pour les filtres. Donc, il y a un test spécifique qui est réalisé pour qualifier les filtres, le côté poussière, aérosol et gaz et vapeur, donc par rapport à atteindre cette cabine de catégorie 4. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux pour avoir cette cabine de catégorie 4. Donc là, j'ai demandé à un collègue qui n'est pas spécialisé dans les cabines de tracteurs, lors d'un salon en novembre 2022, de regarder quelles étaient les catégories de cabines. Donc, à droite, vous voyez, en haut à droite, il n'y a pas de cabine. En bas à droite, c'est une cabine de catégorie 4. Et à gauche, c'est une cabine de catégorie 2, mais dans la cabine, il y a écrit cabine de catégorie 1. Donc, pour un agriculteur, c'est un peu compliqué. Encore en plus, les agriculteurs nous demandent souvent, mais alors connaissent pas la norme. Là, connaissent pas la norme, et quand ils connaissent la norme, ils me demandent régulièrement où est-ce qu'il faut que je regarde le manuel d'instruction. Qui regarde parmi vous les manuels d'instruction? Pas de cabine. Vous, monsieur, d'accord, une personne dans la salle. Donc, au niveau des cabines, donc au niveau des manuels, donc c'est écrit dans le manuel d'instruction. Mais normalement, ça peut être également écrit soit à l'intérieur de la cabine, soit à l'extérieur de la cabine, derrière. Donc, vous avez tous les pictogrammes, donc là, sur les photos de milieu, vous avez tous les pictogrammes et vous trouvez cette 15695-1 cabine de catégorie 1, alors que normalement, c'était une cabine de catégorie 2. Donc, voilà un peu la confusion. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qualifier cette cabine? Donc, on regarde, on teste à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine avec un compteur Grimm, et on regarde la concentration à l'extérieur et à l'intérieur. On réitère 3-4 fois la manip et on fait sur 1 à 5 microns pour qualifier cette cabine, l'efficacité. Donc, en laboratoire, on arrive à atteindre des efficacités jusqu'à plus de 99% d'efficacité. Il faut savoir que le travail a été réalisé au départ jusqu'en 2010 pour qualifier les qualifications des cabines avec des constructeurs. Donc il y avait 3 constructeurs qui nous ont prêté du matériel, qui nous ont donné des filtres et on a testé. Et donc là, il y avait des filtres où ils étaient pour eux du charbon actif, or ils n'avaient que 40% d'efficacité. Donc cette norme a permis de balayer un peu les différents systèmes qui existaient sur le marché et d'atteindre des exigences par rapport au système. Dans la littérature, on voit des efficacités de 31 à 99% d'efficacité de cabine. Au niveau, donc, par rapport à ça, donc ça a permis cela. Donc là, en bas à gauche, je vous ai mis des essais qu'on a réalisés de 2011 à 2018, parce que depuis, ce n'est plus l'IRSTEA qui réalise les essais, maintenant INRAE qui a réalisé les essais, c'est l'UTAC. Mais par rapport aux cabines,
Donc, c'est le constructeur qui fait une demande de qualification de leur cabine avec un filtre spécifique où on a déjà les exigences qu'il a atteint, atteint le filtre. Le constructeur nous demande de dire, tiens, est-ce que c'est une cabine, part du principe c'est une cabine de catégorie 2, 3 ou 4. Donc on fait le test, il y a quand même encore quelques rebuts où il ne passe pas les essais. Et lorsqu'on arrive sur des cabines de catégorie 4, après plusieurs essais, on arrive à atteindre les cabines de catégorie 4. Donc pour moi, en laboratoire, je me disais, super, il y a vraiment un panel de matériel qui existe, qui atteignent la cabine de catégorie 4. Sur le terrain, c'est un peu différent. Donc, encore en plus, il faut tenir compte que là, c'est du matériel neuf. Donc, en gros, depuis septembre 2014, toutes les cabines neuves doivent avoir cette catégorie 2, 3 ou 4. Et donc, à partir de là, ça fait 8 ans que les agriculteurs sont censés pouvoir acheter une cabine de catégorie 4 ou savoir quelle cabine ils ont sur leur tracteur ou leur automoteur ou leur enjambeur. Mais sur le terrain, on voit que la cabine elle est fermée, elle est ouverte, elle est absente, il y a de la pressurisation, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu pour montrer que finalement, ces cabines de catégorie 4, les agriculteurs ne sont pas forcément toujours au courant de savoir ce qu'ils ont. Donc sur les essais de terrain, en réalité, on est sur une efficacité parfois qui atteint, sur mes premiers travaux que j'avais pu mener, qui atteignait plus de 50%. Sur des essais qui ont été réalisés par l'INRS pour montrer qu'on pouvait atteindre sur du matériel neuf des bonnes performances de tracteurs sur le terrain, on a pu atteindre plus de 99%. Après, il faut savoir qu'on a parfois une cabine, si on prend des cabines inférieures à 2 ans, on peut avoir des cabines qui sont efficaces d'un point de vue filtration, mais qui n'atteindront pas la cabine de catégorie 4 parce qu'elles ne respectent pas les 30 mètres cubes heure de renouvellement d'air ou n'atteignent pas les surpressions de 20 pascal. Et donc lorsqu'on fait des essais sur le terrain, il y a également lorsqu'on tourne dans les parcelles ou quand on ouvre la porte du tracteur, eh ben, on a des concentrations dans la cabine ou à l'extérieur de la cabine. Donc à partir de là, ça fait que notre efficacité de cabine est d'un niveau moindre. Donc la cabine protège quand elle sort. Qu'elle est cabine de catégorie 4 quand elle est neuve. Après, il y a également l'entretien du matériel. Si on fait des essais sur les cabines, sur le terrain, on regarde le volant, la contamination du volant, et ben là, on voit qu'on peut déterminer, j'exagère, mais on peut déterminer l'itinéraire technique de l'agriculteur. Donc, il faut savoir qu'il faut le nettoyer et on peut améliorer son efficacité. Donc par rapport à la norme, on peut dire qu'il y a des exigences. On a des exigences à présent. Après, on connaît son niveau de cabine. Par contre, il faut savoir que sur le terrain, cette cabine de catégorie 4, on sait pas, beaucoup d'agriculteurs ne la connaissent pas. Lors des certificats, lors de la formation des agriculteurs, ils prennent connaissance de ces niveaux de cabine, de ces cabines de catégorie 4, que ça existe sur le terrain. Donc, ils ne peuvent pas acheter quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et les constructeurs mettent en avant les cabines de catégorie 4, mais les concessionnaires, il y a un gros problème au niveau des concessionnaires où il n'y a pas toujours une bonne information. Après, il y a encore pas mal de recherches à mener sur la durée de vie d'un filtre, et oui, surtout sur la durée de vie des filtres et le manque de diffusion des informations sur la norme sur le terrain. Voilà. Merci.